Bonjour à tous, Bonjour à merci de tous. votre présence à notre webinar. Bonjour Arthur, bonjour Vincent, Nathalie. c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides et que vous nous entendez bien, que vous n'avez pas de problème de son particulier? Tout bon, tout bon, tout bon. Ok, merci beaucoup. Donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la gestion des identités rempart face aux cyberattaques, un vrai sujet, vous êtes beaucoup à vous être inscrits, à vous être connectés. Très rapidement, donc ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet. On a beaucoup de webinaires, de tables rondes un peu de ce type-là, sur des sujets qui sont liés à la gestion des infrastructures en général, que ce soit les postes de travail, la sécurité, que ce soit le cloud, le DevOps. Vous retrouvez également sur le site internet des livres blancs, des articles, des replays de tables rondes, également sur YouTube. Voilà, toute une richesse de contenu voilà, qu'on met à disposition. Donc n'hésitez pas à me solliciter parce que voilà, je vous ferai un coup de fil à la fin du webinaire pour voir un peu votre ressenti par rapport à ce qui s'est dit, ou voilà, nous écrire. On a l'adresse email qui apparaîtra à la fin si vous voulez en savoir plus. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Synapsys. Donc, nous sommes une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures. Donc, on accompagne les entreprises, des grandes entreprises ou du mid-market dans leurs projets de transformation. On a plusieurs expertises, le cloud, le DevOps, la cybersécurité, le modern workplace, la data, l'IA. Voilà, on gravite autour de ces enjeux-là. 180 consultants, une douzaine d'années d'expérience et on est présent à Lille, à Lyon, ainsi qu'à Paris et également à Kuala Lumpur, donc à l'international. Voilà pour la rapide présentation. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Vincent et Arthur pour ce sujet, donc sur l'IAM. Je vous laisse vous présenter. Vincent, je t'en prie. Ouais, merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc moi je suis Vincent Terrier, je suis spécialisé en gestion de projet. J'ai une quinzaine d'expériences dans le secteur bancaire en informatique, dont une dizaine à l'international. Et Arthur. Bonjour à tous, donc moi c'est Arthur Laglaine, je suis ingénieur IM, donc sur la partie technique. Ça fait 6 ans maintenant à peu près, principalement dans le secteur bancaire aussi, donc dans la gestion des identités, des accès, applications techniques. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer effectivement le webinar avec donc l'introduction, enfin en tout cas la mise en contexte. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, nous partager votre point de vue, vos expériences. L'objectif, c'est vraiment que ce soit, on va dire, collaboratif. Donc voilà, le chat est fait pour vous. On prendra vos questions en direct, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est vraiment là pour ça. Donc, je vous en prie, la gestion des entités rempart face aux cyberattaques. Vincent, je te laisse la parole. Alors du coup c'est moi qui vais la prendre du coup. Mais en effet, la gestion IAM se trouve un peu au cœur des priorités en ce moment. On l'a remarqué, ça se voit aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui. Notamment pourquoi il y a beaucoup d'attaques et de plus en plus d'attaques d'ingénierie sociale qui demandent moins de connaissances techniques et en fait qui vont prendre appui sur une faiblesse humaine. Parce qu'on peut très bien patcher ces infrastructures, patcher ces environnements pour essayer de limiter le plus de failles techniques, mettre en place de plus en plus de solutions pour sécuriser. Mais eh bien, si nos comptes sont mal utilisés, si nos outils sont mal utilisés, si la gouvernance est un peu mal gérée et que l'humain qui, lui, n'évolue, en tout cas, moins vite que la technologie, se laisse avoir, ça laisse quand même de grandes failles. Il y a aussi un autre aspect de la gestion IAM qui intéresse beaucoup, c'est en fait, il y a une complexité technique qui est de plus en plus présente, qui rentre en fait assez naturellement au sein des organisations quand elles grandissent, quand elles avancent, quand elles vieillissent. C'est lié aux fusions, aux acquisitions, aux annuaires un peu décentralisés. Ces organisations, ça, qui ont été un peu décentralisées. Je pense que vous aurez même plusieurs d'entre vous l'exemple
peut-être de filiales un peu à droite à gauche qui historiquement avaient chacun leur façon de faire, leur gouvernance identité, si on peut dire qu'ils en avaient une à eux. Et ça amène une complexité aujourd'hui qui en fait crée des failles juste parce qu'on n'est pas tous au diapason, on ne fait pas tous la même chose, et ça devient très compliqué à gérer. Donc voilà, donc il y a aussi, d'après dernière étude de Verizon, au global, j'englobe un peu tout, mais les failles IAM représentent à peu près 68% du coup des failles. Là-dessus, on a de l'usurpation d'identité, mais aussi d'autres choses. Là, on parle notamment dans le slide de separation of duty. Mais c'est vrai que des administrateurs qui ont des droits un peu trop larges, ça reste une grosse faille. Je pense qu'on a tous un petit peu l'exemple aussi, même des fois des directeurs ou des managers de projet qui aiment bien avoir la main mise sur beaucoup de choses, parfois en demandant des accès très élevés d'administrateur général, d'administrateur de projet, alors que juste de la lecture pourrait leur suffire. Et donc c'est ça aussi, prendre en compte les besoins pour mettre en place une bonne gouvernance. Mais donc voilà, si en introduction on peut retenir quelque chose, c'est que l'IAM, ça reste une porte d'entrée majeure pour les attaques. En tout cas, une mauvaise gestion d'IAM reste une porte d'entrée majeure pour les attaques. Et je vais maintenant laisser la parole à Vincent pour parler un peu plus des enjeux. Merci. Donc pour que votre IAM, votre gestion IAM soit un rempart face aux attaques plutôt qu'une faille, il y a différents enjeux face au risque. Le premier qu'on peut citer, c'est la nécessité d'avoir donc une organisation structurée et surtout des référentiels qui soient maîtrisés. Donc avoir des référentiels qui soient uniques, comme disait Arthur, quand il y a des acquisitions, il peut y avoir des fragmentations, donc ça complique la gestion, donc la sécurité. D'un point de vue technique, ça peut compliquer les intégrations à l'outil aussi. Donc les référentiels, ça peut concerner notamment donc la liste des applications, la liste des collaborateurs avec les informations. Une bonne pratique à éviter aussi, c'est d'avoir ces informations en dur dans l'outil directement, mais vraiment de se reposer sur des golden sources, donc uniques pour chaque type de données. Ensuite, un point aussi très important, c'est d'avoir une gouvernance qui soit formalisée, communiquée. Et le pendant de ça, c'est d'avoir des processus qui soient appliqués. Donc les gouvernances et les processus sont étroitement liés, l'un dépend de l'autre. Donc il faut qu'ils soient appliqués. Et l'outil, en fait, dans ce cas-là, n'est que le reflet aussi des processus. Sans gouvernance et processus clairs, on ne peut pas définir les parcours utilisateurs dans l'outil et la façon dont l'IAM sera géré correctement. Donc on en vient justement à l'outil. Sur le marché, il y a une multitude de choix. Les critères de sélection peuvent être différents. Donc, ça peut être lié à ce qui est déjà en place. Ça peut être lié à un support qui se termine ou à des fonctionnalités qu'on privilégie par rapport à d'autres. Donc ça, on y reviendra. Et enfin, le dernier point, c'est les demandes de régulateurs. Donc, pour nous aider dans cette démarche, ça dépend bien sûr des secteurs. Donc là, on pense notamment au secteur bancaire. Mais le point à retenir de cette slide, c'est surtout de commencer par avoir une gouvernance et des processus clairs, comme vous l'aurez compris. Et je redonne la parole à Arthur pour la suite. Et ben justement, je vois qu'il y a une question dans le chat qui demande du coup quel est un peu le profil type du data owner de la donnée identité. On peut en parler dans ce slide, sens où en fait l'identité c'est un peu le travail de tous, c'est un peu le besoin de tous. Alors
bien sûr, des gens, il y a une équipe identité qui peut être remarquée dans les entreprises selon les tailles. Je sais qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre forcément d'avoir des personnes spécialisées vraiment dans la gestion de l'identité. Mais déjà, à plusieurs niveaux, ça va gérer. On parle d'identité, mais on parle aussi du coup d'accès dans l'IM. Mais déjà, au niveau des accès, les managers vont pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Ils vont devoir s'assurer que leurs équipes disposent des accès nécessaires pour accomplir leur mission, qu'on a bien toutes les bonnes informations dans les identités, qu'ils peuvent aussi avoir les bons processus pour accéder aux bonnes identités. Et c'est vrai que ça reste un rôle très important de pouvoir gérer les identités. On va aussi également avoir les équipes de sécurité qui vont être chargées un peu de surveiller tout ça, qui vont prévenir les menaces, qui vont en fait avoir vraiment le rôle de garant de la bonne application de notre gouvernance. Donc, chacun va avoir un petit peu son rôle à jouer là-dedans. C'est vrai que d'avoir aussi quelqu'un de présent dédié à ça, c'est important pour tout orchestrer et avoir la bonne vision. Mais déjà, les équipes de sécurité vont pouvoir surveiller, auditer, vérifier que tout est en bonne œuvre. On a séparé avec les équipes de conformité, c'est pas vraiment le même rôle. Alors, les équipes de conformité, si vous en avez, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais celles qui en ont besoin, en tout cas en ont, normalement, qui vont veiller à ce que, du coup, on respecte bien les réglementations en vigueur pour la protection de données, les accès au système. C'est encore un peu un organisme de vérification, mais différent. La sécurité va plus gérer les failles et la bonne application, là où l'équipe conformité va plus regarder si on est bien en parallèle avec les réglementations en place. Et un dernier point, ça va être les utilisateurs. On oublie trop souvent les utilisateurs dans la gestion IAM. C'est vrai que vous, nous, tout le monde, en fait, utilisons les outils qui sont mis en place, les méthodes d'authentification sont utilisées par tout le monde, la gestion des comptes, tout en fait est utilisé par vraiment l'utilisateur. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est vrai qu'une des failles, souvent, c'est l'utilisateur. Et l'engager un peu plus va aider en fait à ce qu'il applique mieux les bonnes pratiques. Donc, par ça, on va faire quoi? On peut le former, on peut essayer de l'éduquer à appliquer ces bonnes pratiques, essayer de trouver la bonne jonction entre sécurité et praticité pour les accès au système. Toujours très compliqué, mais c'est un peu un travail régulier. Et on peut aussi les former à signaler les activités suspectes, à vraiment avoir les bonnes idées, quitte même aussi à les former un petit peu pour leur utilisation personnelle des outils informatiques. Bon, c'est pas forcément notre rôle de faire ça, mais ça peut aider pour l'engagement. Et l'engagement, c'est vraiment très important pour l'utilisateur. Donc voilà, ça ne répond pas forcément vraiment à votre question parfaitement, parce que c'est vrai que c'est une question assez complexe. En effet, ce qui est à tout le monde n'est à personne. Pour moi, il faut qu'il y ait dans les organisations quelqu'un dédié à vraiment voir un peu tous ces aspects qui vont être techniques, mais aussi organisationnels. On va avoir quelqu'un qui doit vérifier que les référentiels sont bien mis, comme disait Vincent, d'avoir des référentiels uniques et clairs. Quelqu'un qui va vérifier que les équipes sécurité font bien leur travail d'audit, de surveillance, qu'on respecte bien les conformités. Donc, faire confiance du coup au rapport des équipes conformité, mais quelqu'un qui orchestre ça. Donc ça va être un profil quand même assez organisationnel, mais qui doit quand même avoir un point de vue technique. C'est lui qui va potentiellement demander la mise en place d'outils pour sécuriser, pour améliorer l'expérience utilisateur,
pour assurer que les données sont protégées. Donc voilà, je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur la question si c'est pas encore assez clair plus tard. J'espère vous avoir donné déjà un petit peu d'idées. Revenons du coup à la slide. Pour mettre en place cette gouvernance IAM, on va avoir plusieurs questions à se poser, qui sont un peu les questions principales, vous en aurez sûrement d'autres. Mais déjà, la première, c'est comment est-ce qu'on est structuré? Comment est-ce que mon organisation est faite? Est-ce que je vais plutôt avoir en fonctionnant par projet, en fonctionnant par région, un fonctionnement global qui est le même pour tout le monde? Comment justement je vais pouvoir structurer de manière cohérente mon organisation et le retranscrire dans mes outils, mais surtout dans ma gouvernance logique, enfin, dans ma stratégie IAM. C'est vraiment la première question de base à se poser, c'est comment est-ce qu'on est organisé pour vraiment sécuriser ça. La deuxième, ça va être du coup, quelles sont les applications que je dois utiliser? Donc ces applications, ça va surtout être quelles sont les applications critiques, quelles sont celles qui sont sensibles, qui demandent l'utilisation de tous. Et donc justement, pour les applications critiques, on va peut-être prioriser les efforts pour sécuriser elles, parce qu'on n'a pas non plus le temps de forcément tout sécuriser d'un coup. On va pouvoir se concentrer sur vraiment les aspects critiques. Et à cette question d'application, on va se poser une troisième question qui doit avoir accès et à quoi. Donc le qui, comment et quand, qui va être une question primordiale pour justement bien sécuriser ces applications, bien sécuriser tous les accès, mettre en place un terme que j'ai utilisé au tout début, donc le separation of duty, pour être sûr que chaque personne ait accès aux bonnes choses et pas à plus. Ça, c'est vraiment aussi un autre principe que vous avez sûrement déjà entendu, qui est le principe de moindre privilège. Mais c'est vraiment deux notions qui sont très importantes, qui viennent beaucoup. On n'avait pas forcément cette vision-là à une époque où des fois, dans certaines organisations, j'entends souvent oui, mais là, au moins, ça marche vite. Alors certes, on peut faire marcher les choses vite, mais derrière, on ne vient jamais nettoyer. Et une des premières questions à se poser, c'est vraiment il faut donner seulement l'accès nécessaire et pas plus. Pourquoi donner plus quand on peut sécuriser? Donc voilà. Et ça, c'est une question qui doit se reposer assez régulièrement, en fait. Qui a accès à quand et à quoi? Et la dernière question qu'on a mis, il y en a d'autres, mais la dernière importante, c'est quels sont les processus à mettre en place. En fait, dans les premiers instants de votre gouvernance, vous allez vous demander quels sont les processus qui doivent exister dans mon organisation. On en a listé 3 qui sont les exemples types que vous devez avoir, que tout le monde a. Après, il y en a d'autres dans d'autres organisations selon votre fonctionnement. Mais déjà, tout ce qui va être processus d'arrivée, de mobilité et de départ sont les processus en fait classiques et nécessaires à toute organisation où vous avez tous des collaborateurs qui arrivent, qui vont changer de poste et qui vont partir. Donc, en fait, c'est se poser la question de comment on va limiter les erreurs, comment on va sécuriser leur départ. Et donc tout ça passe par des processus qui doivent être clairs et qu'on ne va pas modifier tout le temps, faire des exceptions. C'est vraiment des choses qui doivent rester non pas figées, c'est aussi un risque, mais qui doivent rester claires et appliquées par tous. Donc parfois à l'aide d'outils, mais déjà les avoir en tête, c'est la première étape. Donc les arrivées, on va déjà automatiser l'attribution des accès pour que tout le monde ait le bon accès, qui, quand, comment, tout le monde ait les bonnes choses déjà de base. Quand il doit partir en mobilité, peut-être un changement d'accès ou non, des outils en plus. Et bien sûr, quand il part, c'est là qu'on va désactiver rapidement ces accès. Ça ne veut pas forcément dire supprimer son compte. On sait tous qu'il y a des questions de conformité là-dessus, de garder les informations, les données un certain temps. Mais désactiver des accès, ça peut se faire dès le lendemain de son départ. Parce que normalement, si on sait désactiver, on sait réactiver derrière.
Donc voilà, donc tout ça sont les processus un peu à savoir mettre en place, et vous avez à peu près les questions déjà que vous pouvez vous poser. Donc sur ces questions, enfin, sur tout ça, je vais maintenant vous faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités, fonctionnalités techniques. Alors vous allez voir sur cette slide que je ne vais pas parler forcément d'outils, parce que comme l'a dit Vincent, des outils, il y en a plein. Il y en a plein qui font certains les mêmes choses, certains sont spécialisés dans d'autres. Et en fait, ces outils-là, je ne vais pas vous en conseiller un, je ne vais pas vous faire une liste des meilleurs, ça va vraiment dépendre de vos besoins. Arthur, je te prie de m'excuser, Oui, j'ai une question bien sûr. en chat, en direct sur la gouvernance. Est-ce que la gouvernance IAM est plus sous la responsabilité est plus sous la responsabilité du RSSI? Et quelle responsabilité des équipes admin, système, plateforme dans l'IAM? Alors, en fait, au niveau RSSI, ça va être une grosse responsabilité côté gouvernance IAM. Bon, après, ça dépend, des fois on va avoir des équipes dédiées pour ça, mais ça va être vraiment déjà toute la partie sécurisation, audit, surveillance, qu'on ait bien les bonnes façons de faire. Et après, en fait, côté équipe d'administration, de plus serveurs, etc., ils ont des responsabilités dans le sens, quand on va déployer une infrastructure, une application aussi, ça peut se décliner là-dessus. Déjà, avec l'équipe sécurité, avec l'équipe du RSSI, de mettre en place des accès clairs, précis, que ce soit pour la consommation de données ou même pour pouvoir y accéder. Souvent, ça peut rentrer dans le RACI des déploiements. Ils vont pas en fait agir sur le même endroit. Le RACI va plus agir sur la gouvernance globale, là où des fois, ça va être du coup l'interprétation et l'application sur des projets un peu plus, enfin, si on descend un escalier, donc un peu plus bas niveau, dans le sens où ils vont appliquer les directives du RSSI. Et c'est un travail conjoint pour s'assurer que tout le monde applique bien les bonnes réglementations et les bonnes décisions. Si je peux ajouter une petite précision, donc la gouvernance IAM, ce sera, pour moi, toujours attaché à la sécurité de façon globale. Et après, par rapport à la responsabilité des équipes plateformes, ce sera de faire en sorte que l'outil, ou du moins l'utilisation, ou la gestion IAM, soit vraiment le reflet de cette gouvernance. Donc c'est appliquer la gouvernance dans l'outil et mettre en place les processus de façon fonctionnelle dans la partie informatique en fait. Après, une autre responsabilité qui peut en découler, c'est de remonter à la sécurité disons des anomalies ou des complications qui peuvent se poser sur le terrain par rapport à la gouvernance qui peut des fois être définie de façon un peu théorique. Donc là, il peut y avoir aussi une amélioration, une participation à la gouvernance en étroite collaboration avec la sécurité. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez les poser. Oui, alors du coup, je reprends un peu. Donc, je parlais d'outils, et c'est vrai que je ne vais pas vous en conseiller, il y en a plein, et ça va dépendre vraiment de vos besoins. Par contre, je peux vous parler déjà de fonctionnalités qui existent dans beaucoup d'outils, et peut-être dans des outils que vous possédez déjà. C'est déjà aussi un premier point, c'est on peut potentiellement mettre en place des fonctionnalités qu'on n'utilise pas ou qu'on exploite mal, à travers des outils qu'on possède déjà avant d'aller en chercher d'autres. Mais donc voilà, donc ces fonctionnalités, vous allez avoir tout ce qui est automatisation, orchestration, qui du coup vous permettent de mettre en œuvre de manière automatisée, en fait, un peu tous vos processus que vous avez réalisés un petit avant.
dans votre élaboration de votre stratégie et votre gouvernance, ça va être vraiment là que vous allez pouvoir tout mettre en place de manière technique, on va dire, enfin en tout cas retranscrire de manière technique, pour éviter que ce soit les erreurs humaines, pour être sûr qu'en fait tout se passe de la manière dont vous avez prévu que ça se passe. On va éviter justement d'avoir des processus qui sont respectés une fois, mais peut-être pas la deuxième, ou des choses qui se font de manière manuelle. Par exemple, quelque chose que je vois très souvent, c'est pour les créations des comptes administrateurs. Souvent, on va avoir un processus pour les comptes classiques, les comptes utilisateurs vont récupérer leurs premiers accès, mais les comptes administrateurs, eux, ça va être des fois des processus qui sur le papier sont faits, en réalité ne sont pas du tout automatisés, ce qui peut ne pas forcément être un problème, mais dans la pratique, si c'est pas automatisé, un compte administrateur, en fait, on va pas se baser sur un catalogue de rôles classique. On va dire, ok, c'est le nouvel arrivant, c'est le collègue de telle personne. Je vais reprendre le compte de telle personne que je vais cloner. Sur le papier, si les droits ne changent jamais et que chaque service a exactement les mêmes droits, ça peut peut-être le faire. Sauf qu'on sait que si vous restez un certain temps dans une organisation, vous pouvez récupérer des droits à droite, à gauche, pour un projet que vous avez, vous êtes en train de faire en ce moment, pour juste avoir, je sais pas, peut-être un droit de lecture sur un référentiel. C'est un droit légitime, mais pour vous, pas pour le nouvel arrivant. Et donc justement, automatiser et orchestrer, ça va vous permettre d'éviter des choses comme ça. Ensuite, une deuxième fonctionnalité qui peut être très utile et qui des fois ne demande même pas tellement justement de temps derrière, ça va être le self-service. Alors, self-service, ça peut aller dans beaucoup de choses. Mais l'idée, ça va être de donner un petit peu d'autonomie aux utilisateurs via des portails pour qu'ils puissent gérer un petit peu leurs demandes, leurs approbations de leur côté. Ça peut aller de réinitialiser des accès, à demander un accès à un groupe, un site SharePoint, plein de choses. Déjà, ça va vous limiter les demandes sur votre helpdesk, toujours un peu mieux. Et un utilisateur qui sont un peu autonomes, souvent il va être un petit peu engagé aussi dans ces bonnes pratiques de très bien, j'ai besoin d'un accès, je vais le demander. J'ai un problème pour accéder à un service ou quoi, je vais moi-même aller, je vais pas juste appeler le helpdesk, donner très peu d'informations et perdre du temps en fait. Ensuite, j'ai noté la fonctionnalité de catalogue de rôles. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous trouvez peut-être un peu moins dans les outils, mais en fait, ça se découle des fois même de choses assez simples. C'est vraiment, ça va être donner à vos outils des rôles standardisés qui vont vous permettre d'attribuer des droits en fonction des responsabilités. Vous allez d'abord, un point de vue logique, mettre en place des rôles et des droits que vous allez pouvoir en partie. Des fois, il y a des outils qui vont permettre de le faire complètement. Mais du coup, vous allez pouvoir traduire cette logique dans les outils pour le mettre en place. Le catalogue de rôles, en fait, c'est très bien pour même les équipes sécurité qui vont pouvoir auditer et surveiller. Est-ce qu'on est encore en adéquation avec ce qu'on a prévu à la base? Est-ce que mes rôles sont bons? Est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce que telle équipe ne va pas demander trop de droits? Du coup, je vais me référer à mon catalogue. Bien sûr, le catalogue constante évolution, mais déjà, il nous permet d'avoir une image claire et à jour des accès des différentes personnes. Enfin, en tout cas, des accès possibles pour les différentes personnes. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est outils, fonctionnalités de surveillance et d'audit. Je vais en parler un peu en même temps pour gagner du temps, mais la surveillance, du coup, ça va être tout ce qui va être surveillance en temps réel, hein, bien sûr.
qui va être une partie très importante, souvent la responsabilité de l'équipe sécurité, et qui va vous permettre de pallier justement des failles, d'être sûr qu'il n'y a pas de faille qui se crée, que l'utilisation se fait bien, remonter des données automatiquement. Et ensuite, tout ce qui est audit, ça va être normalement régulier, au mieux, pour être sûr que tout ce qu'on a mis en place est bien fait et qu'on reste dans les bonnes lignes. Ensuite, vous allez tout ce qui est fonctionnalité de gestion d'accès à privilèges. Donc, j'en ai parlé un petit peu avant, mais ça va être vraiment les accès pour vos administrateurs. Tous les comptes à privilèges, j'ai un peu simplifié par administrateur, mais c'est tous vos accès de comptes à privilèges, pas forcément des administrateurs. Ça va vous permettre d'avoir une gestion assez fine de ces comptes un peu sensibles, qui ont besoin de sécurisation plus élevée, qui vont avoir des droits très spécifiques et qui peuvent s'activer un certain temps, qui peuvent être constants. Donc en fait, c'est ça. Il faut aussi avoir toute une réflexion sur ces comptes à privilèges. Alors, quels sont leurs droits précis? Est-ce que ce sont des accès réguliers? Est-ce que ce sont des accès qui vont être activés une fois de temps en temps? Et en fait, on va pouvoir appliquer de la surveillance là-dessus. Et enfin, on parle un peu d'intelligence artificielle. Si vous avez un petit peu touché à des outils d'IAM en ce moment, dans les dernières années, vous voyez qu'il y a de plus en plus la mention d'IA dans les fonctionnalités. Ça peut aller, en fait, les premières, c'était souvent soit de la réaction à certains points de surveillance. Vous avez aussi tout ce qui est classification de risques en termes d'accès. Un utilisateur qui se connecte à Paris tous les jours, et d'un coup il va se connecter à Moscou, on peut peut-être se poser des questions, surtout si c'est à 2h du matin, en dehors de ses heures de travail, ou le même utilisateur qui s'est connecté à 8h à Paris et à 10h à New York, il y a peut-être un problème. Donc ça peut être labellisé en IA, mais en fait, je le mentionnais parce que les éditeurs d'outils IAM orientent un petit peu le développement de leurs outils vers des solutions qui exploitent l'IA. Voilà, je trouve assez intéressant de le mentionner. Voilà pour le tour d'horizon des fonctionnalités. Maintenant, je vais faire un petit point sur les bonnes pratiques à avoir pour justement ces gouvernances IAM. Donc, ça va être un petit peu une réflexion sur ce qu'on a dit avant, mais déjà, la première bonne pratique, c'est de respecter le principe de moindre privilège, qui est très important, et souvent a été oublié avant, et c'est ce qui va vous éviter plein de failles, en fait. Être sûr que les personnes ont accès aux bonnes choses et pas à plus. Un deuxième point, ça va être de maîtriser l'inventaire de vos outils, et pas que de vos outils d'ailleurs, mais aussi de vos applications. Éviter d'avoir 4 outils qui font la même chose, éviter d'avoir des outils qui se chevauchent, qui s'embêtent entre eux, être sûr que j'ai bien l'inventaire de toutes mes applications avec leurs besoins spécifiques en IAM, de savoir à qui doit y avoir accès, etc. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est maîtriser ces processus et sa gouvernance du coup, mais les processus, donc c'est bien d'en avoir au début, c'est surtout bien de les mettre à jour et surtout d'être sûr qu'ils sont bien appliqués. Quelque chose qui doit évoluer avec les besoins. Une autre bonne pratique, c'est d'impliquer les équipes métiers et les équipes IT afin d'intégrer leurs besoins. En fait, ce sont les premières personnes qui vont pouvoir vous dire de quoi ils ont besoin, de quel type d'accès, de quelle façon y accéder. Alors bien sûr, on va passer par l'équipe sécurité pour valider tout ça, mais il faut impliquer les équipes là-dedans. On ne peut pas forcément mettre en place une gouvernance sans faire appel aux autres, sinon c'est là que vous allez heurter un mur les équipes ne veulent pas utiliser vos outils, vos solutions,
ça va prendre du temps, ça va être compliqué de les engager, il va y avoir un mauvais souvenir de ça. Il faut vraiment les impliquer là-dedans. Bien sûr, pas tout leur concéder, mais les impliquer. Et enfin, réaliser des contrôles réguliers, donc des audits, mettre en place une surveillance claire, mais surtout être sûr que sa gouvernance est bien appliquée. Donc voilà pour les bonnes pratiques. Et je vois pile, il y a une question qui vient d'arriver, donc merci. Impliquer le métier est souvent difficile. Avez-vous des astuces? Alors, en effet, c'est difficile. C'est, je pense, un des points aussi humains très difficiles dans ce domaine-là. Comment impliquer le métier? Parce que c'est vrai que l'IAM peut paraître juste, enfin, l'IAM, mais la sécurisation des accès, souvent c'est ça le point qui bloque, peut paraître en fait ennuyant ou une perte de temps. Et donc, comment on va les impliquer? Ça va passer par un peu de formation, de sensibilisation déjà. Les impliquer dans les décisions. Donc, bien sûr, on va pas faire une table ronde avec tous les collaborateurs, mais certains managers d'équipe peuvent déjà donner des indications et ils vont pouvoir transmettre la connaissance comme ça pour ne pas juste leur tendre une solution et dire voilà, maintenant vous appliquez ça et c'est comme ça. C'est vraiment si vous les impliquez en fait tout le long du processus, vous allez voir que l'engagement va être amélioré. Et ça peut aussi des fois passer, j'en parlais un petit peu avant, mais par le self-service. En fait, donner de l'autonomie à vos utilisateurs et leur dire que non, ils ne seront pas bloqués par la nouvelle façon dont vous avez fait les choses, va générer un peu d'engagement s'ils ne se sentent pas forcément bloqués dans leur travail. C'est surtout ça qu'il faut faire passer comme message, c'est que on n'est pas là pour les bloquer. Ils vont avoir des outils, des solutions, ils vont pouvoir se faire des choses, ils ne sont pas laissés seuls. Et parfois, c'est ça, faire de la sensibilisation sur les failles peut être utile pour certaines personnes, d'autres vont être complètement réfractaires à ce genre d'informations et vont un peu passer à côté. Mais voilà, c'est essayer d'améliorer l'engagement utilisateur peut être compliqué, mais on peut passer par là. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Et sinon, je vais laisser la parole à Vincent pour les conseils pour Avant de intégrer une continuer, on a aussi une question sur le top 3 des meilleurs outils IAM par rapport à la diapo d'avant. Alors le top 3, ça va être compliqué à donner parce que ça va vraiment dépendre de nos besoins. Ouais, Je peux vous donner des pistes d'outils qui sont en tout cas un peu les top vendeurs, si ça peut vous aider là-dessus. Mais déjà, vous allez avoir tout ce qui est Okta, IDEX pour la gestion d'accès. Vous allez avoir des outils comme CyberArk qui est très utilisé pour la gestion des comptes à privilèges. Ensuite, après, on peut ne pas aller très loin, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont de l'Active Directory. Et sur l'Active Directory, des outils assez classiques comme du Splunk pour la surveillance. Mais maintenant aussi, il y en a beaucoup qui passent dans le cloud, donc Entra ID, et Entra ID possède certaines en effet, il y a Wix aussi, certaines fonctionnalités que j'ai mentionnées. Voilà, donc c'est plein d'outils. Là, comme ça, je pourrais pas vous donner un top 3. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Par exemple, je vais juste donner un exemple. Okta, ça coûte un peu cher, mais par contre, c'est facile d'utilisation. Et il y a un autre point, c'est que c'est dans le cloud. Donc, selon vos réglementations, vos conformités et autres, ça peut correspondre comme ça peut ne pas correspondre. Le message qu'on veut surtout vous faire passer, c'est que la gouvernance se met en place en fait avant même des fois de commencer à parler d'outils. Répondre déjà aux premières questions qu'on s'était posées au début, ça c'est déjà un premier point et ça ne nécessite pas d'outils. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter des choses, Vincent, là-dessus. Non, c'est ce que tu dis, c'est que c'est là-dessus qu'on revient aussi ici. C'est que l'outil étant, le but de l'outil étant vraiment de refléter les processus et la gouvernance et différents outils ayant différentes spécialisations. La gouvernance, ça doit être vraiment le point de départ. Après, il y a tous les aspects techniques, donc que ce soit intégration, support.
à prendre en compte, mais il n'y a pas de top 3, enfin qu'on puisse donner comme ça du moins, sans prendre en compte ces considérations. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si même vous avez besoin de précision par rapport à nos réponses, allez-y, on est là pour ça encore une fois. En attendant, je vous propose de passer à la suite. Donc, une problématique qui peut arriver dans les groupes notamment, c'est suite à l'intégration de différentes entités ou à des fusions, avoir des SI fragmentés. Donc ça, c'est pas une bonne chose ni en termes de coût, ni en termes de sécurité. Et donc sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, sur la gestion de l'IM, on vous a proposé les grandes étapes de rationalisation quand la situation se présente de votre IAM. Donc déjà, si on parlait des référentiels, donc c'est avoir des référentiels qui soient consolidés, un référentiel unique pour tout le monde. Donc on parle d'identité, mais on peut aussi s'appuyer sur des sources qui sont des listes d'applications. Donc c'est avoir les bonnes infos dans une seule source pour chaque type d'information et dedans avoir les bonnes datas. Donc après, choix d'un outil unique, donc ça découle aussi de l'alignement des processus. Donc là, on a mis 2 et 3, mais en fait, c'est des actions qui se font en parallèle. Donc avoir souvent, chaque entité vient avec ses propres process, donc il faut pouvoir aligner pour qu'on ait plus différentes façons de gérer son IM pour différentes entités, différents utilisateurs. Ça ne peut que porter à confusion en termes de gestion. Ça complexifie tous les process, on s'y retrouve pas. Et de là, on pourra choisir, donc comme on le disait aussi, un outil unique qui répond à nos problématiques spécifiques. Donc pour revenir sur l'alignement des processus aussi, il faut bien qu'ils soient communiqués, formalisés et donc appliqués. Si on a des processus qui sont définis mais qui sont pas connus, donc pas appliqués, on ne pourra pas avancer sur ce type de projet. Ensuite, donc c'est pareil pour le catalogue des droits. C'est avoir toutes ces données au même endroit, pouvoir les rassembler, utiliser par exemple des nomenclatures identiques pour que les utilisateurs s'y retrouvent aussi sur la partie self-service, parce que là, ils peuvent être confrontés directement à l'outil. Enfin, c'est le but, c'est de leur donner de l'autonomie. Donc pour ça, il faut qu'ils puissent trouver les accès dont ils ont besoin au même endroit et qu'on ait une certaine forme qui leur permette que ce soit clair pour savoir de quoi ils ont besoin et à quel moment. Ensuite, donc quand tout ça est défini, qu'on a un outil, des processus et un catalogue de droits uniques, j'ai envie de dire, enfin le plus gros du travail est fait. Après, c'est une migration, enfin donc déjà de la partie technique, donc migrer les utilisateurs, tous les utilisateurs sur l'outil. Mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement au changement. Donc là, on parlait d'implication du métier et plus généralement des utilisateurs. Donc il faut prévoir aussi des formations, des démonstrations sur la partie utilisation, sur la partie gestion. Donc il y a toute une conduite au changement à mettre en parallèle de ces migrations et de ces projets. Donc là, on parle de la migration des utilisateurs, mais en fait, la conduite du changement, elle se fait durant tout le projet, comme dans tout projet, j'ai envie de dire aussi, pour avoir l'adhérence des utilisateurs, ce qui facilite grandement la progression. Et de cela, donc ça découlera, je pense, un peu plus naturellement une fois que toutes les étapes sont faites. C'est donc globaliser les audits et les contrôles. Là, c'est vraiment, enfin, c'est une opération qui se fera, ouais, donc comme je disais, plus naturellement, pour s'assurer que la partie sécurité est respectée. Encore une fois, ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat,
pour qu'on puisse compléter, ou s'il y a des aspects qui vous intéressent plus, on sera content d'y répondre. Ensuite, donc moi, je travaille actuellement chez un de nos clients. Donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience là-dessus, sur exactement la problématique dont on a vu les très grandes étapes précédemment. Donc le client en question, c'est un groupe bancaire majeur à l'international. Donc là, en termes de périmètre utilisateur, on est sur 100 000 utilisateurs. Donc on couvre tout le groupe et dont une certaine partie internationale, donc États-Unis, Asie notamment. Et donc le projet, bien sûr, c'est la migration de différents outils IAM qui étaient liés à chaque entité vers un seul outil groupe. Donc un outil transverse avec un nombre d'utilisateurs qui est un des plus importants de la banque du coup, parce que ça doit vraiment pouvoir être accédé par tous les utilisateurs finaux en termes de self-service. Donc ça part du fait que les entités ayant été rachetées au fur et à mesure, il y a aussi eu des fusions, donc les SI sont fragmentés. Chaque entité avait historiquement ses process et sa façon de gérer ses accès. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut réuniformiser, faut travailler avec tout le monde pour comprendre la façon dont c'est fait et ce vers quoi on veut aller, tout en pouvant adapter les processus actuels sur lesquels on se base afin de satisfaire tout le monde en termes de gouvernance et de façon de fonctionner. Donc c'est un projet qui a commencé en 2021. Et pour vous donner une étendue de ce type de projet sur un périmètre comme ça, la fin du projet est prévue en 2026, donc fin d'année prochaine. Donc moi, plus spécifiquement, mon rôle, ou plutôt mes rôles, donc c'est de façon générale, donc accompagner le projet. Moi, je suis rattaché à l'équipe produit de la solution IAM. Donc accompagner le projet, je fais notamment beaucoup de conduite du changement, donc de la communication, des formations aux utilisateurs, des démonstrations. Donc un de mes interlocuteurs, donc c'est le métier que j'accompagne beaucoup, et bien sûr les équipes plus techniques qui mettent en place l'outil. Donc vraiment les équipes des développeurs, les équipes infra. Et là, moi mon rôle c'est un peu d'être l'interface entre les deux. Donc on a la partie process, mais comme on disait, l'outil doit aussi être le reflet de ces process. Donc ça peut nécessiter quelques évolutions ou adaptations techniques. Donc là, il faut pouvoir traduire les besoins métiers en évolution technique quand c'est nécessaire. Donc qui dit évolution technique dit développement, planification, budgétisation, tout ce qui est gestion de projet plus technique, de façon générale, gestion de projet informatique derrière. Donc aussi, on travaille étroitement avec la sécurité pour les processus d'habilitation, qu'on documente et qu'on communique aux utilisateurs. S'il y a des anomalies ou des contradictions dans ces processus, on les fait remonter aux équipes sécurité pour essayer de les faire adapter et que ça corresponde aux besoins utilisateurs comme on disait, le but c'est de faciliter la vie des utilisateurs en mettant ce process tout en s'assurant que la sécurité est respectée. Donc ça, c'est un de nos rôles aussi. Et voilà, donc ça conclut un peu notre webinar. Je ne sais pas s'il n'y a pas de nouvelles questions. Il me semble que non. En tout cas, Allez-y, n'hésitez vous pas avez s'il y a d'autres questions au sujet de la gouvernance, qui a l'air d'être un point quand même assez épineux. Sur la partie outillage, même si effectivement les outils, c'est comme tout, hein, ça dépend surtout des besoins. Voilà, s'il y a d'autres choses, entre guillemets, qui vous questionnent.
Merci Arthur, merci Vincent vraiment pour le tour d'horizon, autant sur le use case concret, parce on est beaucoup sollicité sur ces sujets-là en ce moment. Mais merci aussi également sur la partie gouvernance, la partie outil. Enfin voilà, je pense qu'on a vraiment fait un tour d'horizon. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. On est là pour ça. Arthur, Vincent, je ne sais pas si vous voulez peut-être conclure. Est-ce qu'il y a vraiment des key points, on va dire, à prendre en compte qui vous paraît le plus important dans ce genre de projet, d'initiative? Est-ce que c'est d'une one-shot? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met en place à long terme? Est-ce que c'est vraiment l'humain sur lequel il faut capitaliser? C'est l'outillage? J'imagine c'est forcément la gouvernance. Voilà, est-ce que vous voulez un petit peu conclure en quelques mots? Ouais, les points, c'est tout ce que tu dis, hein, il y a beaucoup d'accompagnement. Comme dans tout projet informatique, faut pas que se focaliser justement sur la partie technique, faut aussi bien accompagner les utilisateurs de façon générale. L'outil d'IAM, il est là pour leur faciliter la vie. De façon stratégique, c'est de la sécurité. Le but, c'est d'empêcher les failles et les atteintes à la sécurité de l'entreprise, mais c'est aussi de faciliter la vie des utilisateurs, par exemple en fournissant un portail de self-service. On a aussi la gouvernance qui est très importante, les process. Ça, c'est vraiment un point de départ à tout projet de gestion d'IAM. Si ça, c'est pas clairement défini, on peut pas avancer. Et après, donc il y a les outils où là, il y a différentes considérations qui en découlent à prendre en compte avant de pouvoir faire un choix. Ça marche. Arthur, de ton côté? Oui, en fait, Vincent a très bien résumé. Moi, si je dois dire un point, en fait, c'est de se lancer et c'est de commencer à déjà auditer l'existant, voir ce qu'on a, voir comment on peut avancer et se donner un cap pour la mise en place en tout cas, l'élaboration de la gouvernance et des stratégies. Se lancer à commencer à voir ce qu'on fait. En fait, c'est ça, comme tu disais, Nathalie, du coup, c'est plus un projet sur le long terme qui évolue dans le temps plutôt qu'un one-shot. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre dès maintenant. Exactement. Merci en tout cas à tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas forcément de questions. En tout cas, voilà, de toute façon, moi, je vous appellerai après, comme je vous l'ai dit, même quelques minutes pour prendre un petit peu vos feedbacks et voir si aujourd'hui, c'est des sujets d'actualité ou si c'était simplement, entre guillemets, une curiosité. Mais je pense que c'est quand même un vrai sujet. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence. Et puis, voilà, si pas d'autres questions, on vous souhaite une bonne journée. Merci à Merci à vous. tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Et on fera parvenir, bien sûr, la présentation et vous recevrez le replay.